bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette émission spéciale. Bonsoir Sonia. Bonsoir Laurence. Ravie de vous retrouver sur CNews pour Face à Jordan Bardella avec une actualité nationale et internationale très chargée. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir, merci de votre invitation. Bonsoir à vous Jordan Bardella, une émission au cours de laquelle nous allons évidemment parler de la situation politique avec le choix à venir dès demain du Premier ministre, l'actualité internationale dans un monde évidemment en plein bouleversement et puis également votre vision de la France à travers votre livre « Ce que je cherche » aux éditions Fayard. Et on commence par l'actualité, Jordan Bardella. Pas de nomination de Premier ministre ce soir. Le président prend son temps. Comment est-ce que vous interprétez d'abord ce délai? Et puis, dans les noms qui sont évoqués, ce casting que l'on entend, messieurs Bayrou, Cazeneuve, Moscovici, Madame Vautrin, Monsieur Lecornu, Roland Lescure, est-ce qu'il y en a un qui pourrait convenir à vos électeurs, aux électeurs que vous représentez ce soir? Non, mais la question, c'est pas qui, c'est pourquoi faire. C'est pas le casting. Le casting... nous avons toujours indiqué que nous souhaitions un Premier ministre qui respectait le verdict des urnes. Le Rassemblement national est le parti politique pour lequel les Français ont le plus voté lors des dernières élections européennes et législatives. Nous avons le premier groupe à l'Assemblée nationale et on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Michel Barnier a souhaité, à la tête d'un gouvernement dit de droite, mener une politique socialiste, faire fi des demandes qui étaient celles du Rassemblement national. Or, moi, je viens dire ce soir que on a un président de la République qui est un président bunkerisé, qui semble prendre une forme de plaisir au temps qui passe, puisque l'attention semble être focalisée sur lui. Moi, je pense que les Français qui nous regardent ce soir, ils ont des inquiétudes très concrètes. Le pouvoir d'achat, la sécurité, le contrôle de l'immigration, l'accès à la santé, aux soins, aux services publics. Et pendant qu'ils voient ce spectacle offert par une partie de la classe politique, par des accords électoraux de boutique, où on voit tout le monde se précipiter autour du chef de l'État pour essayer d'en être, eh bien nous essayons de continuer à parler du fond et de continuer à parler du quotidien de nos compatriotes. Un nom, c'est aussi une action, une politique, une orientation. C'est la raison pour laquelle, Jordan Bardella, on vous pose la question du nom du Premier ministre. Plus précisément, quelles conditions doit réunir un Premier ministre pour que vous estimiez qu'il respecte vos millions d'électeurs ? On est dans une situation d'incertitude institutionnelle. D'abord, il faut peut-être remonter un peu le fil et se souvenir que lors des élections législatives, nous avions obtenu près de 30% des voix, plus de 30% des voix au premier tour des élections législatives. On était en capacité d'obtenir une majorité au second tour. Et Emmanuel Macron et l'extrême gauche ont fait le choix de s'allier main dans la main, de présenter des candidats uniques au second tour. J'avais dès lors indiqué à l'époque que ces alliances contre nature allaient provoquer une instabilité institutionnelle pendant un minima 1 an. Par conséquent, au sortir des urnes, il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Bien. Donc le Premier ministre nommé, que ce soit Michel Barnier hier ou un nouveau Premier ministre demain matin, je l'espère, doit prendre en considération l'ensemble des formations politiques, recevoir immédiatement les présidents de groupe à l'Assemblée nationale, les chefs de parti, pour que chacun d'eux puisse leur faire part, parce qu'ils sont l'expression d'une volonté populaire, de leur ligne rouge. Mais moi, j'ai indiqué encore très des clairement... lignes rouges? Une fois que le Premier ministre sera nommé, il y aura encore de nouvelles lignes rouges. Ah, mais il y aura des attentes. Le Premier ministre qui sera nommé, madame, n'aura pas de majorité parlementaire et il n'aura pas de légitimité démocratique. Donc, il doit composer avec les formations au Parlement. Moi, j'ai indiqué très clairement que nous souhaitions avoir un Premier ministre qui respectait les électeurs du Rassemblement national. Et dans les noms que je vous ai cités, est-ce qu'il y en a un seul qui vous convient? Encore une fois, M. Bayrou, Cazeneuve, Moscovici, Lecornu, Lescure. Il y en a un qui vous va? Madame, la question, c'est pas qui. Je veux dire, c'est c'est un peu pourquoi la question faire. des personnes. Si le Premier ministre, demain, poursuit la politique d'Emmanuel Macron, ça a été le cas avec Michel Barnier, alors le gouvernement s'exposera à une censure. Donc en réalité, ils ont entre leurs mains à la fois la responsabilité de l'incertitude que vit le pays et que vivent les Français depuis le second tour des élections législatives, et ils ont en même temps entre leurs mains la possibilité de tracer un chemin, de mettre l'ensemble des formations politiques autour de la table et d'avancer. Pourquoi est-ce qu'on a censuré Michel Barnier? Parce qu'on ne peut pas concevoir le budget, on va en parler. Dans la période actuelle, on augmente de 40 milliards d'euros la fiscalité, donc 20 milliards d'euros en plus pour nos entreprises, qu'on dérembourse des médicaments ou qu'on désindexe les pensions de retraite. Nous allons y venir. Ça, pour moi, c'est des lignes rouges. Et je vais vous dire, avant de prendre une décision, avant de réagir à la potentielle nomination d'un Premier ministre, on se pose une seule et unique question. Est-ce que c'est bon pour la France ? Est-ce que c'est bon pour les Français? Alors justement, par rapport à la France et l'action qui est menée, parmi justement ces différentes personnalités, voyez-vous un homme ou une femme de rupture par rapport au macronisme? Très honnêtement, non. Quand vous voyez les visages... Vous nous avez répondu. En l'état actuel des choses, les noms
Ça veut dire que vous allez censurer toutes ces personnes ? Non, moi j'ai indiqué très clairement que nous censurerions tout profil, tout potentiel chef de gouvernement qui serait issu de la gauche. Pour une raison très simple, c'est que le projet porté par la gauche et par l'extrême gauche sous le joug de M. Mélenchon est un projet dangereux, qui transformerait la France en Venezuela sans le pétrole. On les a vus à l'Assemblée nationale ces dernières semaines inventer des taxes tous les 4 matins, alourdir de manière très considérable la facture de la dépense publique, et il serait profondément irresponsable que de remettre le pays entre les mains de la gauche et de l'extrême gauche. Donc on a indiqué qu'on était parfaitement disposé à dialoguer et à être reçu immédiatement par un Premier ministre qui serait issu par définition de la droite ou du centre. Mais si c'est pour poursuivre la politique d'Emmanuel Macron, ça ne va pas être possible. Parce que la politique d'Emmanuel Macron, elle a été défaite non seulement aux élections européennes, mais aussi évidemment aux élections législatives. Donc, les Français ont soif aujourd'hui d'une rupture. La rupture que moi, j'essaie de construire avec le Rassemblement national et avec Marine Le Pen est une rupture raisonnable, responsable. Il faut stabiliser aujourd'hui les dépenses publiques. Il faut remettre de l'ordre dans les comptes de l'État. Il faut rétablir la sécurité et il faut surtout revaloriser le travail, tant par le soutien aux entreprises que par le soutien au pouvoir d'achat. Et il est clair que ce budget, tel qu'il a été présenté par M. Barnier, était très dangereux, à la fois pour la France du travail, mais aussi pour nos entreprises. Et il était source d'une incertitude que moi, je ne veux pas pour mon pays. Les partis politiques, Jordan Bardella, qui ont été reçus par Emmanuel Macron cette semaine à l'Élysée, ont plus ou moins conclu un pacte de non-censure pour ne pas renverser le prochain gouvernement. Non-censure, pas de 49-3, pas de dissolution. Est-ce qu'au fond, ça ne condamne pas ce futur gouvernement et la France à l'immobilisme ? Ils se sont mis d'accord, je cite, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la phrase, pour ne plus dépendre d'une potentielle censure du Rassemblement national. Et je crois parler au nom de millions de Français ce soir. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tous ces partis politiques-là que vous avez mentionnés, de Laurent Wauquiez jusqu'au Parti socialiste, en incluant les écologistes, n'œuvrent pas pour la France et les Français. Pourquoi ils œuvrent contre le Rassemblement national et ils œuvrent pour défendre leur siège, pour défendre leur fauteuil. Lorsque la droite, qui s'est vendue depuis 2017 au macronisme, vient désormais dire par la voix de M. Wauquiez, on est prêt à se mettre autour de la table avec des gens issus du Parti socialiste ou issus des écologistes, du Parti Europe Écologie Les Verts. Mais merci de cet aveu, c'est une clarification intéressante. On n'a pas entendu la même phrase. Chez les LR, la droite LR, il y a des lignes rouges également par rapport à la participation de certains membres. Je ne crois pas, j'ai entendu M. Wauquiez être prêt à Vous discuter. Imaginez un gouvernement avec M. Retailleau et Mme Tondelier ? Bon, écoutez, ils sont plus, honnêtement, hein, ils sont plus à ça près. Moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Retailleau. Le problème, c'est qu'il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il fait. Et je note que pour faire plaisir à la gauche et aux macronistes, lorsque nous avons déposé à l'Assemblée nationale une proposition qui m'apparaît consensuelle, l'expulsion des délinquants et criminels étrangers, le rétablissement des peines planchées, ces deux mesures simples, de bon sens, consensuelles pour protéger les Français, pourquoi est-ce qu'ils s'y opposaient ? Jordan Bardella, on veut savoir ce soir, est-ce que vous aurez la main tremblante et la censure beaucoup plus difficile la prochaine fois ? Est-ce que vous allez y réfléchir à 2 fois ? Est-ce que ce sont des décisions qui se prennent avec gravité ? Ce sont des décisions qui se prennent avec évidemment beaucoup de gravité. Mais je ne peux pas regarder les Français qui nous ont accordé leur suffrage et leur confiance dans les yeux en leur disant que nous avons, avec nos députés, laissé passer un budget qui prévoit de dérembourser les soins dans un pays où 1/3 des retraités renoncent à se soigner parce que le reste à charge est trop important. Le gouvernement Barnier avait accepté de renoncer au déremboursement. Qui prévoit de désindexer les pensions de retraite. Non, il n'a pas souhaité céder au 1er janvier. Qui maintient l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière. Qui prévoit d'alourdir le malus automobile sur les 40 millions d'automobilistes dont beaucoup peinent d'ores et déjà soit à entretenir leur voiture, soit à circuler à cause des politiques anti-voitures dans les grandes villes, soit à mettre de l'essence parce que les taxes sont très importantes sur les carburants. Donc quand on a un budget qui prévoit d'alourdir les impôts dans un pays où nous avons déjà le record de prélèvements obligatoires, on a beau se dire de droite, quand on se dit de droite et qu'on mène une politique de gauche, alors c'est pas possible. Et donc, on était tous d'ailleurs à front renversé en observant ce spectacle. Vous êtes en train de dénoncer en réalité donc ce trop-plein d'impôts et vous êtes en train de dénoncer la droite de l'impôt comme si c'était un socialisme mental de la droite. Comment vous l'expliquez ? Mais parce que ces gens ont oublié leurs convictions. Vous savez, feu Patrick Buisson disait,
il y a 2 formations de gauche dans notre pays, dont une s'appelle la droite. Et quand on se retrouve à la tête d'un gouvernement pour faire plus d'impôts, plus de normes, dans le contexte, rendez-vous compte que dans un contexte où nos chefs d'entreprise peinent à avoir un cap, parce que la fiscalité qui pèse sur eux est toujours plus importante, quand des millions de Français n'arrivent plus à vivre de leur travail, et que les parlementaires de la droite, notamment au Sénat, discutent d'une taxe sur les bouteilles d'eau, on a le sentiment d'une déconnexion totale entre cette classe politique-là, entre ces partis politiques-là, et ce que vivent les Français. Et je l'ai écrit dans mon livre, ça date du mois de septembre. Michel Barnier n'est pas un homme de rupture. Et si Michel Barnier... C'est un homme de droite. C'est important. On parle d'un corpus... Je vous pose la question. C'est un homme de droite. On parle d'un corpus économique libéral, généralement. En tous les cas, c'était la droite telle que nous la connaissions. Vous dites aujourd'hui que ce corpus a été balayé, foulé aux pieds. Je ne vois pas en quoi Michel Barnier est de droite lorsqu'il alourdit de 20 milliards d'euros la fiscalité sur les entreprises. Dans un contexte où les entreprises françaises et affrontent des impôts de production qui sont 2 fois plus élevés que la moyenne européenne et qui pénalisent aujourd'hui l'industrie française et le soutien nécessaire à la réindustrialisation de notre pays. Donc, moi, je suis parfaitement disposé à me remettre autour de la table très vite, à ce que la discussion budgétaire reprenne très vite autour d'un nouveau gouvernement, mais qui intègre les demandes du Rassemblement national. Encore une fois, on ne demande pas la lune. On a proposé un contre-budget avec 67 mesures. On est allé devant Michel Barnier avec une dizaine de mesures. On lui a dit, compte tenu de ce que vit le pays, compte tenu des souffrances de nos compatriotes, compte tenu des difficultés de nos chefs d'entreprise aujourd'hui, qui craignent du lendemain et du surlendemain, on ne peut pas alourdir la fiscalité et on ne peut pas dérembourser notamment des médicaments. Il y a beaucoup d'autres mesures, mais comprenez bien qu'on a été responsable, raisonnable, et que depuis le mois de septembre, on a cherché non seulement à faire connaître nos propositions, à les défendre avec beaucoup de sérieux à l'Assemblée nationale, mais aussi avec la volonté de ramener le pays sur le chemin de la raison budgétaire. Un mot de votre livre que vous évoquez, Ce que je cherche, aux éditions Fayard. Vous parlez de Michel Barnier dedans. Vous dites que c'est un Savoyard affable, distingué, prêt à dialoguer. Il n'est pas sectaire, ce qui est devenu une denrée rare dans la vie politique française. Il respecte ses interlocuteurs. Pourquoi l'avoir fait chuter ? Pourquoi avoir provoqué la chute du gouvernement de Michel Barnier que vous encensez dans ce livre ? Alors, pardon, mais je pense que vous omettez la suite du paragraphe dans lequel je dis que Michel Barnier n'est pas un homme de rupture malgré son élégance d'apparence. Vous vous en souvenez, lorsqu'il est arrivé, ça a beaucoup détonné avec Gabriel Attal à la passation de pouvoir, puisque Michel Barnier s'est présenté avec une forme de courtoisie, de respect et au fond d'élégance qui est si rare aujourd'hui dans la vie politique française. Et puis il s'est comporté à la tête d'un gouvernement comme ses prédécesseurs. Et à partir de l'instant où la politique d'Emmanuel Macron subit un revers dans les urnes, à partir du moment où nos compatriotes disent « on ne veut plus de la politique d'Emmanuel Macron », si vous poursuivez la politique d'Emmanuel Macron, eh bien vous dupez les électeurs, vous dupez les Français. Et il est vrai que quand on fait sciemment le choix d'ignorer ce que défend un parti qui a fait 11 millions de voix, mais que de l'autre côté, on reçoit Mathilde Panot, on reçoit Marine Tondelé des écologistes, oui, ça pose question. Mais vous avez demandé à être reçu, vous vous êtes dit c'est un manque de respect de la part du président. Alors que Marine Le Pen, au contraire, Jordan Bardella disait qu'elle faisait son miel de ce mépris. Vous n'êtes pas sur la même ligne que Marine Le Pen ? C'est pas contradictoire. Moi, je m'étonne. Vous réclamez d'être reçu, elle non ? Non. Je m'étonne que, dans le contexte que vit le pays, un président de la République qui n'a plus de majorité, qui a été sèchement défait dans les urnes, ignore 11 millions de Français. Et je trouve... Effectivement, pour peut-être revenir sur ce que vous disiez, il y a quelques jours, j'ai été appelé par un conseiller de l'Élysée qui m'a fait clairement comprendre que toutes les formations politiques qui allaient être conviées demain matin, donc la semaine dernière, autour du chef de l'État, à l'exception du Rassemblement national. Voilà, la question que je pose, elle est très simple. Est-ce que nous sommes des sous-électeurs ? Est-ce que nous sommes des sous-citoyens ? Parce qu'à ce moment-là, il faut que nos électeurs payent moins d'impôts que tout le monde, s'ils ne sont pas considérés au même titre que tous les Français. Donc, il faut respecter les Français, il faut respecter les électeurs. Et il faut même, et j'applique ce principe, y compris aux gens qui ne votent pas pour le Rassemblement national, respecter toutes les nuances politiques. Je ne vote pas. Y compris la France insoumise. Mais je ne vote pas pour la France insoumise. Je combattrai de toutes mes forces sur le plan politique, sur le plan démocratique, leur projet qui est un projet dangereux pour la cohésion nationale et pour notre économie. Mais je respecte les Français qui font le choix de mettre un bulletin dans l'urne qui n'est pas un bulletin Rassemblement national. Et Emmanuel Macron, qui a, je crois, et Marine Le Pen a eu les mots justes, le syndrome de l'enfant roi, semble ignorer ce qui est en train de se passer dans le pays. Il y a une envie de changement, il y a une envie de rupture. Et je note que sur toutes les chaînes de télévision, on est expliqué peut-être que pour la première fois, on se soit soucié vraiment
des électeurs du Rassemblement national en disant mais est-ce qu'ils vont comprendre ce vote de censure ? Nous n'avons jamais été donnés aussi haut dans les sondages. C'est vrai pour Marine Le Pen dans les sondages d'intention de vote à la présidentielle et c'est aussi vrai dans les sondages d'opinion qui font que 2 tiers des électeurs Emmanuel approuvent. Macron a eu tort de ne pas recevoir le Rassemblement national et la France insoumise. Vous parlez de rupture, Jordan Bardella, mais êtes-vous vous-même un homme de rupture ? Vous dénoncez ce budget qualifié de socialiste. D'ailleurs, c'est assez, édifiant de voir que les socialistes ont eux-mêmes censuré un budget qui serait socialiste. Mais ça ne va pas assez loin dans le socialisme. Bien sûr. Est-ce que vous êtes un homme de rupture au sens où est-ce que vous pourriez demain séduire des électeurs de droite libérale ? Est-ce que vous vous définissez comme un libéral ? Moi, je veux rassembler la France du travail. Et je veux qu'on refasse de notre pays un pays de producteurs. Aujourd'hui, la France, sur le plan économique, décroche. On décroche parce que nous sommes engagés sur une pente de déraison budgétaire avec des records de déficit public, des records de dette, des records de déficit commercial, une électricité qui est non seulement 2 fois plus chère qu'elle ne l'était en 2017, qui pénalise beaucoup nos entreprises et notre industrie, mais qui est 2 fois plus importante qu'elle ne l'est aux États-Unis. Et moi, je porte précisément l'ambition de rassembler la France du travail. Par exemple, je pense qu'on est capable de fédérer dans un même élan les classes populaires, les classes moyennes, mais aussi de s'adresser à une élite entrepreneuriale qui travaille, qui crée, qui innove. Que lui dites-vous à cette élite ? Et qui fait la fierté de notre pays sur la scène européenne et internationale. Est-ce que vous estimez que les Français doivent travailler plus ? Je pense que la productivité de l'économie française par rapport à 2017, c'est l'un des grands indicateurs malades de notre pays. La productivité de l'économie française stagne. On est l'un des seuls pays de l'OCDE où la productivité de l'économie française stagne. Par rapport aux Américains, avec un capital identique, on a 20% de rendement Parce qu'on ne travaille pas assez. Est-ce qu'il faut Non, je pense qu'il y a une question... revenir sur les 35 heures, travailler plus pour gagner plus, défiscaliser les Je suis favorable à ce entreprises qu'on revienne sur les 35 heures par branche. Voilà. Pas par entreprise, par filière, parce que c'est souvent les salariés qui en sont les perdants, mais en tout cas, évidemment, par branche. Donc il peut y avoir des dérogations par branche, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent sur la croissance. Les contraintes qui pèsent sur la croissance, c'est le prix de l'électricité. Moi, je souhaite qu'on sorte des règles de tarification de l'électricité au niveau européen qui fait que la France est spoliée de son avantage comparatif et le prix de l'électricité en France n'est pas acheté à son prix de production. On est aligné sur le prix du gaz, notamment allemand, ce qui a créé une explosion de la facture chez beaucoup de ménages françaises, mais aussi chez des commerçants, chez des artisans, chez des boulangers. Je souhaite qu'on puisse profiter de notre avantage nucléaire. Du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy, c'était un atout incontesté, transpartisan par toutes les formations politiques qui nous permettaient d'avoir une électricité pas chère, bon marché et qui était gage de souveraineté nationale. Je souhaite qu'on baisse les impôts de production pour se réaligner sur la moyenne européenne. Je souhaite qu'on mette fin à l'inflation de normes, et notamment de normes environnementales qui sont toujours plus contraignantes pour nos entreprises, pour nos agriculteurs, pour l'industrie automobile. Je souhaite qu'on fasse le patriotisme économique et qu'on puisse se protéger. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que toutes les grandes puissances qui réussissent dans la mondialisation sont capables en même temps de donner de la liberté à leurs chefs d'entreprise et en même temps de les protéger de la concurrence. Par exemple, pour séduire ces entrepreneurs ou pour parler à cette élite que vous décrivez, est-ce que, par exemple, vous toucheriez au statut des fonctionnaires ? Est-ce que c'est un tabou pour vous ? Non, je ne touche pas au statut des fonctionnaires, parce que je pense que... Il n'y a rien à voir, il n'y a pas de gras ? Je pense que défendre l'entreprise et vouloir la croissance, ça ne veut pas dire tout casser. Vous voyez, ça ne veut pas dire mettre le feu aux poudres, ça ne veut pas dire opposer les Français les uns aux autres, ça ne veut pas dire opposer les salariés du privé ou aux salariés du public. Je pense qu'il y a des mesures aujourd'hui consensuelles à prendre pour relancer la croissance. J'ai cité un certain nombre de contraintes qui pèsent aujourd'hui sur l'activité de nos chefs d'entreprise, et moi je souhaite évidemment être à leur côté parce qu'on affrontera le mur de la dette non seulement en réduisant la mauvaise dépense publique. Et l'autre fait de ce budget, l'autre fait économique de ce budget, c'est que Michel Barnier demandait des efforts toujours aux mêmes et qu'il ne s'attaquait pas aux mauvaises dépenses publiques, l'immigration, la fraude, l'aide internationale que l'on donne à un certain nombre d'États, la contribution de la France excessive au budget de l'Union européenne quand nos partenaires arrivent à négocier des rabais. Et on affrontera ce mur de la dette aussi par la création de richesses parce que, au fond, qui paye ses dettes s'enrichit. On parle beaucoup de dettes. Vous parlez beaucoup de dépenses, mais est-ce qu'il y a un moment où il y a une réduction de la dépense publique que vous envisagez ? Sonia posait la question sur les fonctionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas trop de fonctionnaires dans notre pays ? Ne faut-il pas les répartir différemment ? On a besoin de policiers, on a besoin d'infirmières. Est-ce qu'il ne faut pas répartir différemment la masse des fonctionnaires ? Faire mieux d'État, plutôt que moins d'État. Où sont les économies ? Si le sujet, c'est de discuter de la répartition avec la fonction publique,
collectivités par rapport à la fonction publique territoriale, on peut en discuter. Mais je pense qu'on a besoin de policiers, je pense qu'on a besoin de soignants, je pense qu'on a besoin d'enseignants. À l'heure où on affrontera les fractures françaises, non pas simplement sur le plan sécuritaire et sur le plan judiciaire, mais aussi sur le plan culturel, parce qu'on a besoin de se réarrimer à une forme de fierté française, de réhabiliter du sens commun, un projet collectif dans notre société. Et nous avons besoin de cet État et d'un État qui fonctionne. La question, c'est pas est-ce qu'il faut moins d'État ? Il faut en réalité mieux d'État. Et les Français qui nous regardent ce soir ont trop le sentiment que l'État est souvent là où on ne l'attend pas et il n'est pas là quand on a besoin de lui. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'administration ? Encore une fois, c'était ma question. Est-ce qu'il ne faut pas plus de fonctionnaires sur le terrain, face aux élèves, face aux malades, face aux délinquants ? C'est une évidence. Réduire le nombre de ces fonctionnaires qui font partie de l'administration. C'est une évidence. Il y a un besoin de débureaucratiser l'administration. Sur le plan de la santé, 1/3 des effectifs de santé dans notre pays sont liés à l'administration. Beaucoup l'ont dit, peu l'ont fait. Pendant qu'on ferme des centres de santé, qu'on ferme des hôpitaux, parce qu'on manque de soignants dans notre pays. Donc je pense que notamment au travers de la débureaucratisation de l'administration, mais aussi au travers du développement de l'intelligence artificielle, l'une des grandes leçons de ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est que non seulement la croissance est dopée par un soutien très clair affirmé de l'État aux entreprises américaines, mais aussi parce qu'ils ont une électricité et une énergie pas chères et qu'ils développent très massivement l'intelligence artificielle. Donc, il y a des efforts à faire la pour question, débureaucratiser. Des efforts jusqu'où ? Est-ce que vous seriez un Milley français ? On voit ce qui se passe avec M. Milley, on voit que c'est un remède de cheval. Est-ce que vous êtes pour des remèdes aussi avec une radicalité affirmée et assumée ? Je me méfie des calquer les modèles étrangers. On sait que la pauvreté en Argentine est plus haute qu'elle ne l'était il y a quelques mois, donc c'est sûr qu'ils ont eu un traitement qui est un traitement de cheval. Mais je pense qu'il faut engager le chantier de la simplification. Si demain, j'accède à la tête d'un gouvernement, je laisserai 12 mois à toutes les filières professionnelles. Et je leur dirai, pendant ces 12 mois, filière par filière, vous allez vous réunir, vous allez vous concerter, et vous allez dans un dossier rouge, orange et vert, nous classer les normes. Dans le dossier rouge, vous allez nous mettre les normes les plus délirantes qui vous empêchent de travailler ou qui entravent la compétitivité de votre filière. Dans le dossier orange, vous allez nous mettre les normes qui sont bonnes pour la protection de votre activité, mais qui, en l'état actuel du droit, sont mal écrites et appellent à être réécrites par le législateur pour gagner en compétitivité. Et dans les dossiers verts, vous allez nous mettre les normes qui sont bonnes pour l'économie, bonnes pour votre filière. Et au bout de 12 mois, filière par filière, vous allez revenir avec ces 3 dossiers. Stratégie tricolore. Ces dossiers-là seront remis aux parlementaires et charge ensuite aux parlementaires d'engager le chantier de la simplification. Pourquoi ça ne marche pas, la simplification ? Parce qu'on demande précisément depuis 15 ans, tout le monde parle de simplification, aux hauts fonctionnaires qui rédigent, beaucoup de respect pour les hauts fonctionnaires, mais on demande à ceux qui écrivent les normes de détricoter leur propre travail. La simplification, elle doit venir d'en bas. Et je pense que la simplification de l'économie française, c'est l'autre nom de la confiance. Donc vous êtes en train de faire votre mue, en fait, d'un programme économique de droite, libéral. Donc Marine Le Pen est sur la même ligne que vous ? Mais est-ce que les États-Unis sont libéraux lorsque... Là, je vous demande déjà à vous. Oui. Mais le sujet, c'est pas est-ce qu'on est libéral, pas libéral, est-ce qu'on est de gauche ou est-ce qu'on est de droite. C'est pas important pour vous ? Le sujet, dans l'économie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en pleine mutation, liée notamment à la guerre commerciale ou à l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'on est un partisan de la croissance ou est-ce qu'on est un militant de la décroissance ? Moi, je suis un partisan de la croissance. Bardella. Je veux que la France puisse... Si vous faites le clivage comme ça, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut, pardonnez-moi, avoir le luxe de dire il faut supprimer la réforme des retraites ? C'est un autre sujet. Non, on y viendra après. C'est la même chose, c'est dans ce programme. Vous dites, présenter comme ça, c'est évident. Ça n'est pas évident. La décroissance, l'idéologie des décroissantistes a contaminé la Commission européenne. Lorsque Ursula von der Leyen fait voter le Green Deal, avec sa déclinaison agricole du pacte vert, la stratégie de la ferme à la fourchette, qui prévoit précisément de diminuer le nombre de cheptels, de multiplier et de rendre toujours plus difficile les normes sur l'agriculteur. C'est de la décroissance. Lorsque on interdit la vente de véhicules neufs thermiques à l'horizon 2035, au risque de perdre 40 000 emplois dans la filière automobile, parce que ça nécessite moins de main-d'œuvre, sans mettre de droits de douane en contrepartie, en se laissant dévorer par les véhicules électriques chinois, c'est de la décroissance. Lorsque M. Macron affaiblit la filière nucléaire française, lorsqu'il ferme Fessenheim, c'est de la décroissance. Donc, moi, je suis convaincu par la croissance et je suis convaincu par la nécessité de mener une politique avec tous ceux qui disent la même chose que vous en faveur de nos entreprises. Pourquoi alors l'union des droites ne peut pas marcher ? Là, vous nous avez offert, là, en quelques minutes, le socle commun de toutes les droites.
l'alliance des droites avec qui? Avec Laurent Wauquiez? Je vous laisse le choix, c'est pas à moi de décider. Vous l'avez déjà fait en partie avec Éric Ciotti. Pour rentrer dans un gouvernement avec la Macronie. Vous ne voyez aucune personnalité de droite qui pourrait faire l'union des droites avec vous? Mais moi, je veux faire pas que l'union des droites, madame. J'ai plus d'ambition que ça. Je veux faire l'union de tous les Français. De tous les Français qui pensent que la France est encore une grande nation, qui veulent refaire de la France non pas simplement un pays de consommateurs, mais un pays de producteurs. Et je veux parler à tous les Français. Je cherche pas à m'enfermer dans un clivage. Je crois profondément que la France doit vivre au XXIe siècle. Vous cherchez des réserves de voix également. Et je souhaite précisément aller convaincre aussi, non pas les cadres, parce que ça n'a pas de sens, mais aller convaincre les électeurs orphelins d'une droite patriote, populaire, qui sont aujourd'hui orphelins d'un leader, d'une incarnation, et de leur dire faisons un bout de chemin ensemble. Alors, Jordan Bardella, j'aimerais qu'on parle des agriculteurs. Ils continuent à manifester, évidemment contre le traité de libre-échange du Mercosur. Mais est-ce que la motion de censure que vous avez votée n'a pas un prix concrètement sur le terrain? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de parlementaires, de maisons de parlementaires, j'en oublie le nom, qui ont été dégradées. Permanence, merci. Permanence parlementaire dégradée, dont certaines du Rassemblement national. Certains élus, députés du Rassemblement national, ont été interpellés par les agriculteurs qui leur disent « on a cru en vous, et maintenant on ne croit plus en vous ». Les aides que nous devions toucher, la motion de censure les a fait tomber. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Non, ils ont été, interpellés par... D'abord, moi je condamne les dégradations de Permanence, comme je condamne toutes les formes. Il y en a eu 5 ou 6, me semble-t-il, et comme je condamne d'ailleurs toutes les formes de violence dans notre démocratie. C'est pas les agriculteurs. C'est certains agriculteurs, des jeunes agriculteurs et de la FNSEA, qui s'est battu, qui est en pleine élection syndicale au moment où on se parle, et qui s'est battu jusqu'au bout pour sauver le gouvernement des macronistes et de Michel Barnier. On aura tout vu. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement là, dont le chef de gouvernement, M. Barnier, est issu au niveau européen de la droite européenne, du PPE, qui a fait le Green Deal, qui a fait le pacte vert, qui signe tous les accords de libre-échange depuis 15 ans, et qui a envoyé sa chef, Mme von der Leyen, signer le Mercosur en Amérique latine il y a quelques jours. Okay, donc, parle des agriculteurs. Moi, l'argument qui consiste à dire que Michel Barnier était le sauveur de l'agriculture française, sein de son gouvernement de macroniste, alors que les agriculteurs étaient dans les rues, mobilisés par milliers en début d'année et qu'ils n'ont obtenu aucune solution à leurs problèmes, non. Voilà. Donc, s'il y a des bonnes mesures dans ce budget, d'accompagnement notamment sur le plan financier, ils seront évidemment repris avec notre soutien et notre gratitude dans le budget qui sera celui de l'année 2025 et pour lequel nous allons très vite avec le nouveau gouvernement nous remettre autour de la table. Mais le sujet pour les agriculteurs. Oui, c'est tout de suite. La raison ils ont pour besoin des aides tout de suite. C'est pas dans 2 mois ou 3 mois. Et certains vous reprochent d'ailleurs le vide politique que vous avez créé. Par exemple, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy vous dit les partisans du Mercosur peuvent remercier Marine Le Pen. Mais moi, j'apprécie humainement Monsieur Bellamy, mais politiquement, c'est un menteur. Parce que Monsieur Bellamy siège dans une famille politique, le PPE, la droite européenne, qui a signé tous les accords de libre-échange qui ont mis nos agriculteurs dans les rues. Vous voyez, la droite européenne, elle a envoyé sa chef, Mme von der Leyen, c'est la même famille politique. Barnier, Bellamy, Ursula von der Leyen, c'est la même famille politique, le PPE, c'est la droite européenne, c'est eux qui négocient les accords de libre-échange. Votre famille politique a signé aussi un accord de libre-échange. Qui ont fait... Non, c'est faux, nous avons... Nous sommes opposés... l'accord de Nouvelle-Zélande. Non, nous sommes la Ligue opposés... du Nord. Pas du tout. Non, mais la Ligue du Nord, je ne suis pas à la Ligue du Nord. Je suis non, mais dans l'idée, il y a bien d'autres... le PPE, c'est peut-être pas forcément des eurodéputés français. Les Républicains n'ont pas voté les accords de libre-échange. Non, mais je vous demandais à vous. Oui, mais vous avez peut-être des alliés dans la famille ID qui a voté pour l'accord. C'est qu'au Parlement européen, il y a des divisions entre les nationalités. Vous avez des pays comme l'Italie ou comme la Hongrie, par exemple, qui peuvent avoir intérêt à un accord de libre-échange. Dans la même famille où vous êtes. Ce n'est pas le cas, mais je ne suis pas à la Ligue du Nord, moi je suis au Rassemblement national, et on a toujours combattu les accords de libre-échange parce que je pense que les accords de libre-échange doivent être... l'agriculture doit être sortie des accords de libre-échange. C'est le principe de la préférence agricole française. Je pense que l'agriculture française est systématiquement la variable d'ajustement des accords de libre-échange. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Pour permettre à l'Allemagne d'exporter des Mercedes, on sacrifie les agriculteurs français. D'abord, les agriculteurs, ils demandent pas l'aumône. Ils demandent de pouvoir vivre de leur travail. Permettez-moi, Madame Ferrari, tout à l'heure, vous disiez il y a une urgence, il y avait des besoins. Oui, ils ont besoin tout de suite. Permettez-moi de rappeler que c'est grâce à nous, l'an dernier, à discussion budgétaire en 2023 pour le budget 2024, qu'on a pu sauver l'avantage sur le GNR, c'est-à-dire l'avantage fiscal dont bénéficient les agriculteurs sur le carburant.
C'est nous qui nous sommes battus pour que cet avantage fiscal soit encore inscrit cette année dans le budget. C'est nous qui combattons les accords de libre-échange. Les agriculteurs, ils ont besoin d'être protégés de la concurrence internationale déloyale. Emmanuel Macron s'oppose au Mercosur. Il dit que nos agricultures ne seront pas sacrifiées au mercantilisme du siècle d'avant. Oui, mais le drame d'Emmanuel Macron, c'est que sa parole n'est plus entendue et qu'il n'est plus respecté sur la scène européenne. S'il est cohérent, on a une commission européenne qui veut passer en force sur le Mercosur, qui va être un drame pour les agriculteurs français. Eh bien, le président de la République française doit faire ce qu'a fait le général de Gaulle. Il doit faire la chaise vide, vous voyez, pour défendre les intérêts agricoles français au Conseil. Il doit menacer l'Union européenne de suspendre la contribution de la France au budget de l'Union européenne parce que nous sommes la deuxième économie de la zone euro et que nous sommes le deuxième contributeur net au budget de l'Union européenne. Quand la France parle sur la scène européenne, la France doit être écoutée. C'est comme cela que le général de Gaulle... Elle a encore du poids. Je pense que c'est jamais fini pour la France. Et l'histoire de notre pays est celle d'un sursaut permanent pour la puissance et pour la grandeur. Donc, je pense que la France a encore en elle la force du sursaut, mais on ne peut plus se satisfaire d'un président de la République qui ne défend plus les intérêts de la France sur la scène européenne et de gens qui, dans la classe politique française, je parlais de M. Bellamy, je trouve que sa prise de position est décevante parce qu'il sait très bien qu'il ment. Et il sait très bien que c'est sa famille politique qui, au niveau européen, négocie des accords de libre-échange. Pour être honnête, dans l'argumentaire, il se défend et il dit que c'est la famille européenne du PPE et qu'à l'intérieur, lui, n'a pas voté pour. Voilà pourquoi je vous posais la question de la cohérence par rapport à la famille européenne dans laquelle vous êtes idée. Alors pourquoi, lors de la dernière session plénière au Parlement européen, a-t-il voté pour la Commission européenne de Mme von der Leyen, qui compte en son sein... Pour 24 commissaires, pas pour elle directement. D'accord, dont M. Séjourné, dont Mme von der Leyen, dont des commissaires espagnols qui est résolument militant anti-nucléaire. Donc, il y a ceux qui parlent de l'agriculture et il y a ceux qui défendent les agriculteurs. Et moi, je suis parfaitement à l'aise avec l'intégralité de mes votes et j'appelle évidemment les agriculteurs à ne pas se laisser avoir par les écrans de fumée de la FNSEA qui est en pleine élection syndicale et qui court systématiquement, qui est systématiquement la remorque s'agissant de son président, en tout cas dans les prises de position qui ont eu lieu d'Emmanuel Macron. Monsieur Bardella, est-ce que le problème des agriculteurs, c'est vraiment le Mercosur ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet sur les produits ukrainiens, poulet et blé, qui arrivent sur le marché français ? Est-ce que là encore, il y a un traité qui est en train d'être négocié ? Personne ne s'en soucie. Est-ce que vous allez vous en emparer ? Vous avez entièrement raison. Je me suis opposé à l'abaissement des tarifs douaniers de l'Union européenne avec l'Ukraine. Comment voulez-vous expliquer à nos agriculteurs, à qui on impose des normes toujours plus drastiques, qu'on va les mettre en concurrence avec de la volaille ukrainienne, avec des poulets ukrainiens, à 3 € le kilo, quand la moyenne du poulet français produit est à 7 € le kilo. Ils ne peuvent pas survivre. Et la première des protections, la première des dignités, la première des mesures, des clauses miroirs qu'on leur doit, c'est précisément d'empêcher l'importation dans nos marchés, sur le marché commun de l'Union européenne, de produits qui ne respectent pas les normes économiques, sociales, sanitaires, environnementales qu'on leur impose. Parce que le sujet, c'est, dans la concurrence déloyale, c'est pas tant de commercer, c'est pas tant de s'ouvrir avec des économies qui peuvent paraître plus faibles que les nôtres en termes de production, de modèle agricole. C'est de nous ouvrir, comme c'est le cas avec le Brésil et cet accord du Mercosur, avec des pays où 80% des pesticides qui sont utilisés au Brésil sont interdits en France. On sait très bien que les contrôles seront insuffisants, on sait très bien que les contrôles comportent en leur sein de nombreuses failles. Donc, il faut permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail. Il faut appliquer les lois de répartition des marges qui ont été votées par le Parlement, qui n'ont jamais été appliquées, je pense notamment aux lois Egalim. Il faut les protéger de la concurrence déloyale. Moi, je défends une grande loi Mangeons français. Je veux que dans les cantines des collèges, des écoles, que nos enfants puissent manger en priorité de la viande et de la nourriture française. Comment on peut regarder les agriculteurs dans les yeux et leur dire qu'on va favoriser, comme c'est le cas aujourd'hui, du poulet lavé au chlore brésilien, du saumon aux hormones canadien, quand vous avez un agriculteur sur 2 agriculteurs sur 3, disons, qui vit avec moins de 500 € par mois. Donc, il y a des mesures à prendre. Ces mesures, je les ai défendues pendant la campagne européenne. Je ne changerai pas d'avis et je vais continuer à les défendre parce que quand on défend l'agriculture française, on défend notre indépendance alimentaire et notre souveraineté. De l'intérieur. Et après, on avance, il nous reste beaucoup de thèmes. Est-ce qu'on peut encore à traiter. le faire ? C'est ce que vous défendez, c'est-à-dire changer les choses à l'intérieur, depuis l'intérieur de l'Europe. Est-ce qu'on peut encore le faire véritablement ? Oui, je le crois. Moi, je ne suis pas pour sortir de l'Union européenne. Je ne suis pas contre l'Europe. Je pense que l'Europe est un espace dans lequel il y a des intérêts très souvent divergents.
Alors, attendez, on finit sur les agriculteurs et après on passe à l'immigration avec Schengen, si vous me l'accordez. Je pense simplement que la France doit se faire entendre et doit se faire respecter et doit défendre ses intérêts. Encore une fois, on est le deuxième contributeur net au budget de l'Union européenne. Or, cet argument, cet avantage considérable par rapport à des économies beaucoup plus petites, devrait nous donner un poids supplémentaire dans les négociations. Et moi, je souhaite une Europe des coopérations entre États qui se soucie davantage des grands projets du XXIe siècle sur l'agriculture, la transition énergétique, le climat, les migrations, l'intelligence artificielle et les grands projets industriels du XXIe siècle, plutôt que de se contenter de réglementer le bruit des tondeuses à gazon. Un mot peut-être effectivement d'immigration. La motion de censure que vous avez votée retarde aussi l'adoption d'une loi sur l'immigration qui était prévue pour le mois de janvier. Est-ce que ce n'est pas totalement contre-productif, Jordan Bardella ? Il y a eu combien de lois sur l'immigration en 30 ans ? Plus d'une vingtaine. Ouais, on est quasiment à Ça veut pas dire quasiment une trentaine de lois. Tous les ans, on fait le coup aux Français. Tous les ans, on leur dit, cette année, on a compris, le RN est donné très haut, donc on va faire une grande loi sur l'immigration. Le problème, c'est que toutes ces lois sur l'immigration vont à chaque fois dans le sens de plus d'immigration. Je pense que l'immigration est le défi existentiel le plus important qui se pose à notre pays, qui pose une question simple, claire. Est-ce qu'on veut rester la France ? Et est-ce qu'on veut rester le peuple français ? Voilà, l'immigration, c'est cette question au fond qui est très simple. Il y a des gens qui, depuis 30 ans, considèrent qui ont une vision post-nationale, qu'il faut encore plus d'immigration. Et puis, il y a d'autres mouvements politiques comme le mien, qui considèrent que nous avons accueilli beaucoup trop d'étrangers dans notre pays, que l'assimilation n'est plus possible, et que sont en train d'émerger partout sur notre territoire, et plus seulement dans les banlieues dans lesquelles, moi j'ai pu grandir en Seine-Saint-Denis, partout en France, d'enclaves étrangères, où nos compatriotes ont le sentiment de devenir étrangers dans leur propre pays. Donc, moi, je souhaite que ce sentiment-là, que cette expression-là d'une souffrance, qui est celle d'être dépossédé de ce qui nous a fait aimer notre pays, puisse être traité. Et donc, si évidemment un nouveau gouvernement prend place, l'une de nos demandes sera aussi une très grande loi, non pas pour accélérer l'immigration, mais pour réduire l'immigration. Et quand je vois dans ce budget, madame, que gouvernement, encore une fois, dit de droite, propose, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, d'augmenter le budget de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire d'augmenter la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière, y compris la possibilité de se faire gratuitement recoller les oreilles quand on est un clandestin. Ils sont revenus sur cela. Mais non, mais ils sont revenus, mais c'est fou. Je veux dire, et donc ces gens-là vont nous faire croire qu'ils vont réduire l'immigration. L'immigration se traite aussi sur un plan européen, vous le savez évidemment très bien, c'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce que pour vous, Schengen est un tabou ou pas ? Je souhaite que Schengen redevienne un projet européen. Ça n'est pas parce que vous êtes un demandeur d'asile syrien qui avait obtenu un titre de séjour en Espagne que ce simple fait d'obtenir un titre de séjour dans un pays de l'Union européenne vous donne un droit à circuler partout et potentiellement à vous retrouver dans notre pays. Donc, je souhaite que Schengen redevienne un projet européen et que la libre circulation dans l'espace Schengen soit réservée aux seuls ressortissants de l'Union européenne. C'est simple. Mais le fait d'obtenir un titre de séjour dans un autre État ne doit pas vous donner la possibilité de circuler partout. Je ne conçois pas un pays sans frontières. Voilà. De la même manière que je ne conçois pas, comme tous les Français qui nous regardent, une maison ou un appartement sans porte ni fenêtre. Eh bien, avec un pays, c'est la même chose. Vous avez évoqué la Syrie, les réfugiés syriens. Est-ce que vous êtes favorable au fait que la France gèle les procédures concernant les demandes d'asile des Syriens ? Est-ce que vous êtes favorable à leur retour au pays ou est-ce que vous craignez au contraire une vague migratoire de ceux qui fuiraient ce régime djihadiste modéré qui a pris la place de dictateur sanguinaire Bachar al-Assad ? D'abord, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Syrie doit nous alarmer sur le fait qu'un péril migratoire est peut-être devant nous. L'histoire nous éclaire, l'histoire nous informe. À chaque fois qu'un État a été soit déstabilisé, soit renversé, comme c'est le cas pour la dictature de Bachar al-Assad par des fondamentalistes islamistes, ces changements de régime ont donné lieu à des flux migratoires très importants au départ de ces pays à destination de l'Europe. Moi, je souhaite que l'Europe se protège de ces flux migratoires. La solidarité, elle peut exister dans ce genre de cas, mais elle doit être d'abord et avant tout régionale. Donc je souhaite non seulement qu'on renforce la protection des frontières françaises et européennes, je souhaite qu'aucune demande d'asile, et ça c'est une réforme que nous mettrons en œuvre, ne puisse être traitée sur le sol
français, les demandes d'asile Même pour ceux qui ont fuient la été charia, qui fuient totalement... l'État islamique? Les demandes d'asile ont été totalement... En tout cas, la charia, elle est défendue par ceux qui, précisément, ont renversé la dictature de Bachar el-Assad. Bon. Le droit d'asile a été totalement dévoyé. Il y a 2/3 de nos demandeurs d'asile. La France a passé son record année après année. On est aux environs de 130-135 000 demandes d'asile. On a 2/3 de ces demandeurs d'asile qui sont déboutés et qui restent bien souvent à la charge de la collectivité et sur le territoire français. Je souhaite qu'aucune demande d'asile ne puisse être traitée sur le sol français. Les demandes d'asile doivent être traitées dans les ambassades et consulats des pays de départ, précisément pour éviter aux Français de subir une immigration du fait accompli. Et dans le cas d'espèce que vous mentionnez, beaucoup de gens sont partis de la Syrie parce qu'ils fuyaient le régime de Bachar el-Assad. Le régime ayant été renversé, on peut potentiellement non seulement suspendre l'étude des demandes d'asile, mais organiser le retour de ces profils dans les pays de départ. Des expulsions? Oui, les expulsions organisées de manière administrative. On ne va pas chercher les gens comme ça. Il y a une procédure qui se met en place. Mais je souhaite qu'elle puisse être engagée. Il y a beaucoup de pays européens qui ont mis en place ce dispositif. Mais moi, ça m'étonne de voir l'esprit de naïveté qui a contaminé beaucoup de nos dirigeants qui font mine de ne pas s'apercevoir que ceux qui sont en train de prendre le pouvoir en Syrie sont les héritiers de Daesh, sont les héritiers d'Al-Qaïda, et que, sans doute, ils pratiquent la taqiyya. Et on nous avait déjà fait le coup avec les talibans inclusifs, vous vous en souvenez, qu'ont fait les talibans lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir en Afghanistan. Eh bien, ils s'en sont pris immédiatement aux femmes en restreignant. Qu'a incarné Bachar el-Assad? Qu'a représenté son règne? Comment vous le définissez? Et doit-il être jugé pour crime contre l'humanité? Je pense que celui qui résume le mieux la situation, je l'ai vu s'exprimer sur X, c'est Arnaud Klarsfeld, qui dit un dictateur sanguinaire hostile à l'Occident est tombé, les terroristes sanguinaires hostiles à l'Occident prennent sa place. Son régime était une monstruosité sur le plan des droits humains, sur le plan du respect des opposants, et il suffit de voir les images révélées de torture de la prison pour se rendre compte que non seulement Bachar el-Assad n'était pas un enfant de cœur, mais qu'il était un dictateur et qu'il a fait peser sur son peuple des violences sans commune mesure. Nous n'avions pas besoin de ces images pour le savoir. Vous avez parfaitement raison. C'était su et... Mais quel drame pour le peuple syrien que d'avoir le choix entre un dictateur et entre les héritiers de Daesh et d'Al-Qaïda. Et vous savez, si pendant très longtemps, nous avions milité pour que la France conserve, par ses services de renseignement, des liens avec les services de renseignement syriens, c'est parce qu'il y avait en face de Bachar el-Assad l'État islamique et des gens qui précisément s'organisaient, travaillaient ensemble pour envoyer des individus se faire exploser, des fanatiques au Bataclan. Qui vous critiquent, que répondez-vous à ceux qui vous critiquent pour ne pas avoir suffisamment dénoncé justement ce régime il y a quelques années? Que répondez-vous à ceux qui pointent du doigt l'envoi sur place pour rencontrer Bachar el-Assad de certains émissaires faisant partie du RN? Le Rassemblement national n'a pas envoyé d'émissaires. Si vous mentionnez en l'occurrence Thierry Mariani, il a été pendant très longtemps député des Français de l'étranger. Et il a été proche de Nicolas Sarkozy, dont il a été le ministre. Je vous rappelle que le président Sarkozy avait reçu Bachar el-Assad en 2008. Il est très difficile de tirer des enseignements de visites diplomatiques il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, pour analyser ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ou alors il faudrait incriminer le président Chirac pour avoir entretenu des liens amicaux avec Vladimir Poutine. Vraiment de la dernière décennie et même des dernières années. Oui, moi j'ai jamais eu la moindre faiblesse et la moindre tolérance à l'égard de Bachar el-Assad. Je dis juste qu'en face, il y a des fondamentalistes islamistes et que probablement que les scènes de liesse auxquelles nous assistons depuis maintenant plusieurs jours, je le crains, risquent de laisser place à un régime qui sera très, très dur et très brutal, notamment avec les droits des femmes. Vous savez, on assiste à ce que Huntington, dans le choc des civilisations, avait théorisé comme étant le retour du tribalisme et le retour des minorités religieuses après les grandes idéologies du XXe siècle. Évidemment, il y a eu les totalitarismes que nous avons bien connus, mais aussi après les nationalismes arabes. Et on se rend compte qu'à chaque fois, après, il y a les fondamentalistes islamistes. Jordan Bardella, j'aimerais qu'on revienne à la situation française, à la lumière du livre que vous avez écrit, Ce que je cherche, aux éditions Fayard, et notamment Emmanuel Macron. Vous racontez dans ce livre la façon dont il vous a invité pour les rencontres de Saint-Denis, jeudi 24 août. Le téléphone sonne, il est environ 21h. Bonsoir, c'est Emmanuel Macron. Je sais pourquoi le chef de l'État cherche à me joindre, dites-vous. J'ai lu dans la presse
mars qu'il s'apprêtait à concrétiser cette fameuse initiative annoncée au sortir des émeutes du début de l'été. L'échange est franc et respectueux. Sa tonalité diffère de nos précédentes conversations. Ça veut dire qu'il y a deux Emmanuel Macron, en fait. Il y a le Emmanuel Macron qui vous appelle, Jordan Bardella, et celui qui fait de la politique ensuite. Je pense qu'il ne cesse jamais de faire de la politique. Et Emmanuel Macron est un séducteur. Il cherche à chaque fois à convaincre son interlocuteur qu'il est dans le vrai et qu'il a raison. Il discute avec moi, il va parler, il va me dire qu'il est très conscient du phénomène migratoire en pensant que, étant au Rassemblement national, je vais prendre ce spéculoos et me satisfaire d'un quitus qu'il pourrait donner à mes analyses, à mes constats. Ça m'a beaucoup marqué lorsque Lucie Castet sort, elle rencontre le chef de l'État, donc la candidate autoproclamée qui se voyait première ministre au mois d'août pour le nouveau Front populaire, sort de l'entretien avec Emmanuel Macron. Elle dit « Emmanuel Macron m'a compris, nous nous sommes mis d'accord, sous-entendu je vais être nommé première ministre dans quelques heures ». Une heure après, un communiqué tombe. Madame Castet, merci, au revoir, le nouveau Front populaire ne sera pas à Matignon. Donc, là, je vous parle de vous, il y a... de votre relation avec le président Macron. Mais moi, je raconte dans le livre les coulisses de cette rencontre de Saint-Denis. Après les émeutes qu'a vécu le pays, le président de la République décide de mettre les chefs de parti autour de la table à Saint-Denis. Et j'y consacre un chapitre parce qu'il se trouve qu'on se retrouve à la Légion d'honneur, qui est l'endroit où j'ai passé mon baccalauréat, puisque j'étais à Saint-Denis et la Légion d'honneur était centre d'examen. Et donc me revoilà rentré dans la Légion 10 ans après. Si quand j'y ai passé mon bac en 2013, on m'avait dit 10 ans après... tu reviendrais pour discuter avec le chef de l'État, sans doute je n'y aurais pas cru. Donc je raconte les coulisses de cette réunion et je raconte à quel point Emmanuel Macron peut sembler toujours passionné lorsqu'on va parler des grandes théories monétaires, des grandes théories financières, de la politique étrangère. Mais à chaque fois qu'on parle du quotidien des gens, des souffrances des Français, il n'y a plus personne. Après les émeutes qui ont ravagé notre pays, et pas que d'ailleurs les banlieues, aussi les territoires ruraux, à la suite du décès de Naël, le président de la République avait dit qui avait vu venir ces émeutes. C'est-à-dire qu'il est totalement inconscient, totalement sourd aux souffrances des Français et notamment aux souffrances de millions de Français à l'égard de l'insécurité, du communautarisme et de la perte de leur identité. Et je dis au fond, je crois que le quotidien des Français n'intéresse pas Emmanuel Macron. Et quand il fait le choix, il y a quelques jours, d'inviter toutes les forces politiques autour de la table pour essayer de trouver une solution à une issue qui, on le sait, va rester pendant un minima 1 an, puisqu'on ne peut pas dissoudre avant 1 an, sciemment et avec beaucoup de fierté et beaucoup d'arrogance, il évince 11 millions d'électeurs. Et je n'aime pas cette manière que le président de la République a de snober, de mépriser, d'être arrogant avec les gens qui sont en désaccord avec sa politique. Et pourtant, malgré cette fragilité, cette instabilité chronique que vous semblez décrire, vous n'envisagez pas, Jordan Bardella, qu'il puisse se retrouver dans une situation de démission. Pourquoi ? C'est pas que je n'envisage pas. Personne ne peut prédire l'avenir. Je dis juste qu'en l'état actuel des choses, je ne demande pas la démission du président de la République. D'abord parce que, à partir du moment où il peut y avoir un contentieux avec le Parlement et une incapacité à trouver une issue au Parlement, immédiatement réclamer, quand on ne trouve pas cette solution, la démission du président de la République, je dis que ça peut ouvrir derrière un précédent qui peut être lourd, qui peut être important au regard de ce qui pourra arriver dans les prochaines années dans notre pays. On ne sait jamais. Mais je dis une chose, c'est que quand on m'interroge là-dessus, ça le regarde lui et sa conscience, c'est lui et lui seul qui a provoqué cette instabilité. Vous savez, moi, pendant les élections européennes, j'avais dit, si nous arrivons en tête des élections européennes avec un désaveu important pour les macronistes, je demanderai la dissolution de l'Assemblée nationale. Le soir même, Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale. On aurait pu se dire que les élections interviendraient en septembre, après les Jeux Olympiques, en fin d'année, le temps d'organiser des campagnes, des confrontations de programmes, de préparer les partis politiques. Il a voulu faire ça en 3 semaines. Donc, il y avait une volonté de tester tout le monde. Parce que vous et quand pas il prêt, fait ses alliances... Vous étiez prêt ? Mais on peut toujours être plus prêt. Mais une campagne électorale, ça s'organise en 6 mois, en 1 an. Ça ne s'organise pas en 3 semaines. On ne va pas chercher des candidats en 3 jours. Évidemment qu'il y a tout un travail de préparation qui se fait dans le cadre des campagnes permanentes. Mais ce n'est pas pareil que d'organiser ça à quelques jours des Jeux Olympiques, où les regards sont figés vers la France et où on s'apprête à recevoir le monde entier. Et d'ailleurs, ça a été une réussite, il faut bien l'admettre. Et quand il fait le choix au second tour de présenter des candidats uniques avec le nouveau Front populaire, c'est précisément lui qui crée les conditions de ce chaos et de cette incertitude qui va durer pendant un minima 1 an. Donc on a le sentiment qu'il aime le chaos, qu'il aime le désordre et qu'il cherche jusqu'au bout à tester les institutions. Pour revenir à votre livre, à quel grand responsable politique, aux responsabilités ou peut-être qu'ils ne le sont plus, vous avez envoyé cet ouvrage, hors RN, bien sûr? Je l'ai
adressé aux anciens présidents de la République. Nicolas Sarkozy. Je l'ai adressé à Nicolas Sarkozy et à François Hollande, parce que je parle d'eux dans le livre, et je parle de périodes qui ont concerné leur action. Et je vais vous dire, moi, je peux combattre politiquement des personnalités politiques, mais je peux respecter les gens et je peux respecter les personnes. Et au fond, je pense que c'est profondément ce qui manque aujourd'hui au débat public, une forme d'élégance et de respect, même entre les partis politiques qui pensent pas comme soi. Et c'est vrai que quand on voit beaucoup de réactions, notamment à gauche et à l'extrême gauche, de gens qui ne serrent pas la main, de gens qui sont en désaccord avec leurs idées, qui veulent interdire des livres. Enfin, ce qui a été fait sur mon livre, où la gauche, députés de la France Insoumise, ont fait pression avec des syndicats sur la SNCF pour empêcher la publicité de ce livre, c'est inouï de voir dans notre pays, la France, en 2024, la gauche manifester contre un livre. Peut-être que la prochaine étape, ça va être d'appeler à brûler ce livre. En tout cas, ils m'ont fait quand même une sacrée publicité. Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et ils vous ont répondu, les deux? Je les ai envoyés il y a quelques jours. Dans ce livre, vous parlez aussi de ce fameux 9 juin, l'après 9 juin, sur le gouvernement RN que vous étiez en train de préparer, vous le dites. Nous décidons de nous répartir les tâches avec Marine Le Pen. Je m'occupe de tenir la ligne de front. Marine propose de multiplier les rencontres. Vous avez cru que vous alliez accéder à Matignon, Jordan Bardella? Oui. En tout cas, je me battais pour. Si je vous avais dit et si j'avais écrit dans ce livre, je savais qu'on ne gagnerait pas. J'ai pas le goût de l'effort inutile et la politique, l'engagement politique, c'est pour moi un engagement de chaque instant. J'y consacre toute mon énergie, matin, midi et soir, et parfois les week-ends. C'est non seulement c'est une passion, mais je pense que c'est un devoir aujourd'hui. Et il est clair que lorsqu'on sort des élections européennes avec plus de 30% des voix, oui, on se dit qu'on peut être à Matignon dans quelques jours, donc on s'y prépare. Donc vous avez été sonné par le résultat des législatives? Mais on n'a pas changé d'objectif. Vous avez été sonné par le résultat du second tour des législatives? Oui, à titre personnel. À titre personnel, c'est-à-dire que j'ai 29 ans aujourd'hui. Je fais à 29 ans ce que je devrais faire à 45 ou à 50. Donc j'ai grandi très vite. Voilà. Trop vite, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai grandi très vite. Et il est vrai que quand potentiellement vous pouvez vous retrouver à la tête de l'État, vous composez votre gouvernement très tôt, dans les coulisses, ce qu'on ne dit pas, et je raconte aussi beaucoup de ces coulisses dans le livre. Vous adaptez votre projet, parce que le projet sur lequel on avait travaillé avec Marine était un projet pour l'élection présidentielle. Là, il faut l'adapter dans le cadre de Matignon. On ne peut pas faire la même chose quand on est Premier ministre que quand on est président de la République. Je raconte tout cela dans le livre. Mais évidemment que c'est toujours un vertige. Et personne, même des gens qui s'y préparent depuis 20 ans, 30 ans, ne pourront vous dire que ce n'est pas un vertige. On reste des hommes et des femmes avec des sentiments, des certitudes, des craintes, et c'est ce que j'ai voulu raconter. Et des cicatrices, peut-être même des failles et des fêlures. Chaque responsable politique est constitué par cela. Justement, on imagine que si Marine Le Pen avait écrit ce livre, peut-être aurait-elle parlé de ce qui s'est passé lors de son enfance, quand il y a eu cet attentat par rapport à sa maison de famille. Si Nicolas Sarkozy semble, peut-être qu'il parlerait des trahisons multiples. Et vous, quelle est votre plus grande faille, fêlure, peut-être tragédie? Qu'est-ce qui vous a constitué? Tout responsable politique a cela, à la fameuse grande cicatrice. Je reviens évidemment dans ce livre sur toute une partie personnelle liée à mon enfance et ce pourquoi je fais de la politique. On parlait des élections législatives. C'est évident que je pense que pour réussir, il faut s'être planté, il faut avoir connu des échecs, il faut avoir connu des revers. C'est de cela qu'on apprend. Et en tout cas de ce second tour des élections législatives qui a été vertigineux, parce que j'essaie de raconter aussi comment la politique, on peut paraître toujours sur les plateaux de télévision hyper stoïque, solide, avec des réponses toutes faites sur des sujets sur lesquels on a travaillé, parfois avec des fragilités, parfois on dit des bêtises, parfois on se plante, parfois on n'a pas le bon chiffre. Et dans cette époque où tout est commenté, revu, détourné, la moindre demi-seconde de silence est analysée comme quelque chose. Mais évidemment que c'était extrêmement vertigineux et j'ai été énormément attaqué. 2 compléments d'enquête, l'un sur moi, l'autre sur le Rassemblement national dans la même année. Et évidemment de votre rapport à la presse. Faire de la politique en première ligne, c'est difficile. Je raconte dans le livre un échange que j'ai eu avec Nadine Morano à la cantine du Parlement européen, qui est eurodéputée des Républicains, que humainement, on n'est pas toujours d'accord politiquement, mais qu'humainement j'apprécie et je respecte. Et à quelques heures de la diffusion du complément d'enquête, où France Télévisions avait fouillé ma vie personnelle, était interrogé mes amis d'enfance, mes anciennes compagnes, etc. Nadine Morano m'avait glissé cette confidence. Elle m'avait dit, tu verras en politique, elle parlait avec son expérience, plus on s'approche du sommet, moins il y a d'oxygène.
Et je ressens cela et j'ai essayé de l'exprimer aussi au travers d'un certain nombre d'anecdotes. En parlant d'oxygène et d'altitude, peut-être, allez-y. Juste une autre question sur ce rapport à la presse. Vous décrivez que c'est extrêmement violent, qu'on vient vous débusquer quasiment dans votre immeuble, que sur TikTok, des militants de gauche exhibent même la tombe de vos grands-parents enterrés à Montreuil. Vous dites, est-ce qu'ils cherchent à me faire payer un prétendu reniement de mes lointaines origines kabyles et immigrées? Vous avez le sentiment d'être particulièrement harcelé. Tous les leaders politiques, tous ceux qui prétendent aux plus hautes fonctions passent au crible. Mais c'est pas parce que tout le monde le subit qu'il faut trouver ça normal. J'ai pas dit que c'était normal. Je pense qu'on peut. C'est le lot. Non, mais je vous fais pas ce reproche, Mme Ferrari, mais je pense qu'on peut. Il faut revenir à un peu de loyauté dans le débat politique, y compris dans la manière dont une partie de la presse, notamment de gauche et d'extrême gauche, n'a plus aucune limite morale, et on considère, et ça a été le cas d'ailleurs de beaucoup de... Je raconte des échanges avec des journalistes de France Télévisions, payés par nos impôts, avec des journalistes de Libération, à quel point on va même jusqu'à enquêter sur les week-ends privés que je peux faire à l'étranger, en demandant ce que j'y fais, avec qui j'y étais, pourquoi faire, etc. Et donc, il est vrai que quand on fait de la politique, on s'appartient plus. C'est le propre de ceux qui font de la politique en première ligne. Mais je vais vous dire, c'est pas parce que... C'est un sacrifice. C'est pas parce que c'est un sacerdoce, mais je me plains pas particulièrement, mais je le dis et je le raconte. Mais c'est pas parce que tout le monde est harcelé sur sa vie personnelle, tout le monde est harcelé sur sa vie privée, qu'il faut trouver ça normal. Vous voyez, et moi, à chaque fois qu'un dirigeant politique, Éric Zemmour, Gabriel Attal, ont été attaqués sur leur vie personnelle, j'ai pris leur défense parce que je pense qu'on peut se combattre sur le terrain des idées, et je pense que la grandeur d'une démocratie, c'est de bannir la violence sans coup bas et sans coup en dessous de la ceinture. Vous parliez d'oxygène, de hauteur et peut-être même de transcendance. Dans ce livre, vous confessez, si je puis dire, votre athéisme, teinté, dites-vous, d'une réelle attirance pour le christianisme. Qu'avez-vous ressenti lorsque le président de la République à Notre-Dame a parlé de transcendance et de choc d'espérance? Vous ressentez quoi? Est-ce que ça touche l'athée que vous êtes? D'abord... Je n'ai pas la foi, mais j'ai une déférence et un respect singulier pour les croyants, pour tous les croyants. Je raconte... Toutes les religions. Bien sûr, je raconte... je pense que la religion, c'est une opinion, c'est l'expression d'une intimité. Et je respecte le chemin que peuvent faire les croyants. Et je raconte comment est-ce que la France, malheureusement, cherche aujourd'hui, en 2024, à nier ses origines, à nier son histoire, à nier ses racines. On peut parfaitement affirmer que la République est laïque, qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, et que, selon la formule de Victor Hugo, l'Église chez elle, l'État est chez lui. Mais on peut aussi reconnaître que nos racines sont chrétiennes. Et quand je vois la cérémonie de rouverture Notre-Dame, je suis fier d'être français. Et non seulement c'était une réussite, non seulement je trouve que le discours du président de la République... Précisément, si vous deviez le décrire avec votre, j'allais dire pas en tant que responsable politique, mais comme tous les Français, et même au-delà, évidemment, tous ceux qui ont regardé cet événement... Pendant très longtemps, lorsque j'ai commencé à faire de la politique, il y a toujours ce débat qui revient, on demande aux gens qui font de la politique, c'est quoi pour vous être français? Et je pense qu'est français celui qui a eu le cœur qui saigne en regardant brûler Notre-Dame il y a 5 ans. Notre-Dame, c'est la capacité... la puissance de la France, la puissance de l'identité de la France, dans ses racines, dans ce qu'elle a de plus intime, de plus profond, à parler à toutes les consciences et à tous les cœurs du monde. La France, elle est elle-même, c'est une allégorie française, je le dis dans le livre, mais la France, elle est elle-même quand elle s'assume, quand elle s'aime, quand elle est fière de ses origines, quand elle est fière de ses racines chrétiennes, pas quand elle est woke, pas quand elle veut se déconstruire, pas quand elle veut se renier. Et je vais vous dire, j'ai beau avoir beaucoup de désaccords avec le chef de l'État, j'ai trouvé cette cérémonie belle et je pense que le beau et le grand, ce sont des valeurs évidemment françaises. Jordan Bardella, dans ce livre, Ce que je cherche, vous passez beaucoup de temps à décrire cette relation assez particulière, unique avec Marine Le Pen, teintée de confiance. C'est un tandem que vous formez. Évidemment, on sait que l'agenda politique de Marine Le Pen est calqué aussi sur son agenda judiciaire. Le 31 mars, les juges rendront une décision dans le cadre du procès des assistants du Parlement européen. Si une peine d'inéligibilité était prononcée à son égard, est-ce que vous êtes prêt à être candidat? Encore une fois, un parti comme le Rassemblement national a forcément pensé à cette éventualité-là. Mais je ne fais pas de spéculation sur une décision qui n'est pas intervenue parce que Marine Le Pen est innocente. Et donc, vous faites la langue de bois, pas de la spéculation. Non, mais je ne fais pas de la langue de bois. Il y a plusieurs hypothèses, on vous pose une question sur une des hypothèses. Je ne vais pas spéculer et vous dire que dans l'hypothèse où j'envisage, non. Voilà, Marine Le Pen est notre candidate naturelle pour l'élection présidentielle.
J'ai toujours été son premier soutien et je serai jusqu'au bout, et je l'espère jusqu'à la victoire, son soutien le plus fidèle et le plus loyal. Et c'est la raison pour laquelle elle est aussi mon premier soutien. Donc, je ne me place pas dans cette hypothèse. Mais si elle est dans cette relation de confiance avec vous, très naturellement, elle aurait pu vous dire « Mais c'est toi qui vas y aller si je suis empêchée ». Rien n'empêcherait qu'elle vous le dise. Je pense qu'elle ne sera pas empêchée. Ça, je pense qu'elle ne sera pas empêchée. Mais attendez, on parle d'ailleurs, ça serait un sujet. On parle d'un désaccord administratif. Il n'y a pas, dans cette affaire qui a été maintes et maintes fois commentée, je ne vais pas y revenir, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Il n'y a pas d'emploi fictif. On parle d'un désaccord administratif sur la nature. On vous dit du travail des assistants parlementaires. On vous dit si cette hypothèse est celle-là. Que feriez-vous? Vous êtes un responsable politique, vous devez envisager, je suppose, toutes les hypothèses. Il y aura un appel. Et l'appel vous rend votre présomption d'innocence. Et s'il y a exécution provisoire? Je pense que ça serait un problème. Parce que des juges décident de reconfigurent le schéma de la prochaine élection présidentielle. Je ne parle pas condamnation sur le fond, je fais fi de ça, j'essaie de m'en extraire. Je parle de l'exécution provisoire, alors je pense que ça indignerait et ça choquerait beaucoup de Français. Mais je raconte évidemment, au-delà de cela et de ce procès dans ce livre, quelle est notre relation. Marine Le Pen, elle m'a fait confiance très tôt, et parce que j'ai infiniment de respect pour elle et de l'opportunité qu'elle m'a donnée de faire de la politique, je lui serai évidemment d'une totale loyauté. Mais c'est pas une relation filiale. Vous n'avez pas de relation filiale avec elle. Non, c'est pas une relation filiale. On va pas faire de psychanalyse, non. Mais je vous pose la question à la lumière du livre. Mais en lisant, parce que c'est vrai que souvent les Français se demandent, mais comment est-ce qu'ils travaillent ensemble, comment est-ce qu'ils préparent, je l'espère, la conquête du pouvoir ensemble. Eh bien, en lirant ce livre, ils en sauront davantage. Ouais. Sans faire de psychanalyse, il y a quand même une distorsion entre vos deux destins. En ce moment, vous faites une promotion réussie partout en France pour votre livre, et peut-être même à l'étranger, au moment où Marine Le Pen connaît quand même, avec cette épée de Damoclès judiciaire, un moment dur. Cette distorsion, aujourd'hui, comment vous la vivez l'un et l'autre? D'abord, la date de sortie du livre a été, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de respect mutuel, décidée ensemble. Et de toute manière, on me fera toujours un reproche. Si ce livre était sorti en début d'année, on m'aurait dit « Mais est-ce que vous n'envisagiez pas, peut-être, avec le calendrier judiciaire, et peut-être d'une condamnation, profiter de cela pour sortir votre livre après ?» Si je l'avais fait avant, on m'aurait dit « Mais comment, pendant les élections, vous avez le temps de sortir un livre ?» Voilà, moi j'ai aimé faire cet exercice. C'est un exercice de confession. Et je pense qu'au travers du livre, et vous en savez quelque chose parce que vous écrivez beaucoup aussi, Sonia Mabrouk, il y a des choses qu'on ne peut dire qu'au travers de l'écrit. Et quoi qu'on en dise, l'écrit, ça reste. Et dans ce temps médiatique qui est le mien depuis 5 ans, à commenter régulièrement l'actualité, non seulement je veux pas être l'homme du commentaire permanent, mais j'ai voulu ce tête-à-tête avec les Français, pardon, sans l'intermédiaire de journalistes. De médias. Et je pense qu'en me lisant, d'abord, ils vont comprendre d'où je viens, et ils sauront sans doute où je vais à l'issue de ce... Qu'est-ce qu'ils vous disent, les lecteurs que vous rencontrez, Jordan Bardella? Est-ce qu'ils vous parlent de la motion de censure? Est-ce qu'ils vous parlent du 49.3? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je pense que les Français sont assez loin de ce bruit politique, de ces combines d'appareils. Parfois, c'est le sentiment que ça peut donner de l'extérieur. Ils ont des problèmes très, très concrets, très quotidiens. Et je pense que il faut que la France, non seulement apprenne à s'aimer, mais apprenne à renouer avec un projet collectif. Et j'ai voulu aussi, moi, développer certains sentiments, certaines analyses, certaines idées, une vision pour le pays, pour que les gens puissent aussi trouver en nous une vision et un projet de redressement. Merci. Pour conclure, c'est une question banale, mais elle est essentielle, je pense. Que représente pour vous la France? 2000 ans d'histoire, un passé, un présent et par-dessus tout un futur. Merci Jordan Bardella. Merci à vous Jordan Bardella. Ce que je cherche, c'est votre livre aux éditions Fayard. Bonne soirée, merci beaucoup ma chère Sonia. Laurent. Honneur de vous avoir retrouvé pour cette émission. Tout de suite, c'est Julien Pasquet qui vous attend pour 100% politique sur CNews. Bonne soirée à vous.